tous et bienvenue dans cet épisode qui, cette semaine, n'est pas nouveau. En fait, j'ai décidé de vous redonner un épisode que j'ai enregistré il y a un an avec mon amie Christina, où nous parlons des langues et de ses langues maternelles, car Christina parle plusieurs langues. Alors pourquoi j'ai décidé de vous remettre cet épisode? Eh bien parce que très bientôt, la saison 2 de Je parle français va être disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et dans cette saison 2, je serai principalement accompagnée de mon amie Christina. Alors pour que vous compreniez bien chaque épisode, j'ai pensé que ce serait une bonne idée pour vous de vous entraîner à aussi écouter sa voix. Comme toujours, tu peux retrouver les transcriptions de cet épisode sur mon site jeparlefrançais.com. Et n'oublie pas que je te propose également une leçon d'essai gratuite de 30 minutes, seulement toi et moi, en tête-à-tête. C'est une occasion idéale pour que tu me poses tes questions et que tu pratiques ton parler avec moi. Si tu veux continuer à aider à faire vivre ce podcast, tu peux cliquer sur le lien en description pour me faire un petit don. Alors installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et laisse-toi porter par cet épisode avec Christina. C'est parti! Ok, Christina, peux-tu te présenter et nous dire combien de langues tu parles? Je m'appelle donc Christina, Christina ou Christina. Ma langue maternelle, c'est le russe, celle avec laquelle je suis née, que j'ai appris en premier. Ensuite, je parle français et maintenant, je parle aussi portugais. Donc, je dirais que je parle 3 langues couramment. Donc tu parles russe couramment? Alors, voilà, je dis 3 parce que dans le russe, je compte plus comme langue parlée couramment. Ok. Ouais. J'ai appris l'arabe aussi pendant 4 ans, mais je dirais pas non plus que je parle couramment du tout. Donc les langues que tu parles couramment sont portugais, français, anglais. Exactement, Ok. tout à fait. Ok. Et quelle est la première langue que tu as apprise? Alors, la première langue que j'ai apprise, donc c'est le russe, mais en fait, j'en ai même appris une autre en même temps parce que je suis née en Moldavie et en Moldavie, on parle russe, mais on parle aussi moldave, qui est en fait, du roumain et donc comment dire? Je me souviens plus du tout avoir appris le moldave, puisque dans ma famille, on parlait plus russe. Mais je sais, voilà, du côté de mon père, ils étaient moldaves. Enfin, ils sont toujours moldaves d'ailleurs. Et donc le russe, voilà, c'est la langue de mon enfance. Mais comme ensuite je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans, j'ai fait une sorte de rejet ou de négation de ma langue maternelle pour apprendre exclusivement le français et me dédier au français. J'ai dit à ma mère, en fait, que je voulais plus qu'elle me parle russe et ça a duré comme ça, 8 ans. Donc depuis de mes 6 ans jusqu'à, voilà, 8 ans. 14, merci. Et après, ensuite, j'ai voulu réapprendre le russe quand j'ai dû aller à l'université, donc à 18 ans. Et j'ai en fait, réappris ma langue maternelle avec les Français, les petits Français et mais qui étaient très doués et Mais maintenant, tu comprends et peux avoir une conversation en russe. j'aimerais bien, mais je dirais que c'est pas du tout aussi simple. C'est pas du tout aussi simple parce que j'ai plus du tout je parle plus du tout couramment.
Donc c'est vraiment le russe, c'est resté. C'est la langue que j'ai étudiée pour la littérature. C'était une licence en russe, en anglais et en russe. Et donc tout le vocabulaire que j'avais, c'était du vocabulaire de littérature, d'histoire, de sciences politiques, mais très peu de vocabulaire de la vie de tous les jours. Donc et puis ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout dans une communauté russophone. Dès que je suis arrivée en France, je suis restée j'étais que dans un environnement français. À l'école, j'étais, je pense la seule, enfin je me souviens avoir été la seule à ne pas être née en France, du moins au début, au primaire et oui, c'est comment dire? Je pense que ça a été une grande frustration pendant plusieurs années où, j'avais l'impression d'aller derrière cette langue maternelle que je suis triste et que je n'ai pas envie d'oublier parce que je sens aussi que je n'arrive pas à l'oublier complètement. Je sais, il y a plein de choses, enfin, je sais lire et écrire, sans problème, mais enfin, sans problème. Pas autant de fluidité qu'en français, par exemple, ça, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis plus du tout dans un environnement russophone. Je dirais que c'est ça qui m'a toujours un peu, hem, comment dire? Qui a été un frein à ce que mon russe puisse s'améliorer d'année en année. Et ce qu'il faut savoir que après cette première licence de russe, j'ai continué à faire une autre licence de russe, mais cette fois-ci plus dans le domaine des relations internationales, donc de la politique internationale. Et une fois de plus, j'ai pas du tout j'ai pas réussi, j'avais pas la volonté de m'y mettre, de m'y dédier totalement, heu Mais alors, est-ce que tu considérais plus ta langue maternelle étant français? Parce que mmh, t'étais quand même très petite ouais, quand tu as appris le français et ça reste quand même enfin moi je t'écoute parler français et j'ai toujours pensé que tu étais française. merci. Alors, on me dit souvent que soit que j'ai un accent, mais on me dit souvent un accent qui vient de partout sauf de là où je viens vraiment. Ouais. Alors c'est marrant, hein, donc j'ai l'accent, bruxellois. Donc Ouais, c'est je un R, très très fort quand même. fort. Donc Bruxelles alors Bruxelles quand on ou Suisse parfois, voilà. Mais alors quand on me voit, non, on me dit: «Ah, tu viendrais de l'Est», très certainement, de Pologne, Allemagne, Mmh. Finlande aussi, j'ai eu. Mais non, je me dis quand même: «Ouais, je suis française». OK. Je suis française, hem, je dirais que oui. Par conséquent, le français, c'est ma langue maternelle d'adoption. OK. Parce que c'est devenu ma langue maternelle. C'est la langue dans laquelle je pense, c'est la langue dans laquelle je compte. C'est Maintenant, je rêve en portugais par contre. Ça m'arrive de plus en plus. Et alors avec le portugais, il s'est passé un truc magnifique, c'est que j'avais l'impression de reparler ma langue maternelle, mais tout en ayant, mais avec un vocabulaire de langue, latine. Parce que le portugais, la prononciation du portugais, je trouve, ressemble beaucoup à la prononciation russe, qui est une prononciation un peu fermée et puis ouverte et heu, voilà, mais ça reste une langue latine. Et comment tu as appris le portugais alors? Le portugais, alors j'ai appris par moi-même. J'ai appris par moi-même. Je suis arrivée au Portugal, je parlais pas un mot de portugais, mais donc je suis arrivée au Portugal pour faire une formation de danse et en fait, j'ai le vocabulaire que j'ai appris, c'était dans la danse. Enfin, dans la danse, dans le domaine de la danse, du coup avec le vocabulaire du corps, le vocabulaire de l'anatomie, toutes les directions possibles dans l'espace, le temps et donc ça, c'est quand même très utile aussi pour la vie de tous les jours Mmh. et ensuite, je travaillais dans un restaurant aussi à côté et je pense que ça, oui, ça m'a j'ai été confrontée au fait d'apprendre rapidement et de comprendre rapidement ce qu'on me dit
Et comme je parlais déjà français, je dirais que c'était pas si compliqué. Vraiment, je dirais qu'au bout de 6 mois, je pouvais comprendre vraiment pas mal de choses, quasiment tout ce qui se passait autour de moi avec le français. Voilà, le français qui est aussi une langue latine, mais la prononciation en portugais est très, très différente. Ok, est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément comment tu as appris le portugais? Genre, tu as dit tu as appris en étant dans une formation de danse, mais est-ce qu'à côté de ça, tu lisais, tu écoutais des podcasts, tu avais un tuteur ou tu rentrais dans des groupes vraiment portugais, etc. Ou est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as fait une formation? Genre, ça a été quoi vraiment ton apprentissage? Parce que tu parles très très bien portugais. Donc, c'est intéressant, je pense, pour ceux qui écoutent, de savoir comment tu as fait en étant dans le pays pour apprendre aussi bien la langue. Alors, comment j'ai appris le portugais? Concrètement, la première chose que j'ai faite, j'ai acheté un livre. Ok. J'ai acheté un livre d'une méthode de langue que je connaissais déjà et qui s'appelle Assimil. Et donc, c'est une méthode, par exemple, j'avais commencé l'anglais comme ça. Et cette méthode-là, c'est une méthode qui met en contexte, qui met tous les éléments de grammaire, de syntaxe, de conjugaison, tout est mis en contexte. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans cette méthode. Ensuite, pour être honnête, je pense que j'ai fait les 20 premières pages de cette méthode, qui en avait 100 au moins. Ok. Mais c'était Ça a bien marché. Mais je crois que c'était le plus important qu'il y avait dans ces 20 premières pages. Ok. Donc c'est pour ça que je fais encore des erreurs avec le subjonctif. Je pense qu'il faut que je voie le subjonctif dès que possible. Là, il est temps. Bon, on rigole, mais vraiment, enfin, le fait d'avoir acheté un livre, et j'ai été très assidue du coup pendant ces 20 premières leçons. Et ensuite, c'est vraiment, du coup, avec avec ce livre, j'ai les bases correctes, on va dire, d'une grammaire correcte en portugais. Chose qui, dans la vie, soit dans la vie de tous les jours, personne ne parle aussi correctement que dans un livre de grammaire. Mais, et surtout, là, c'est la façon de parler, en fait, je dirais. Et du coup, comme j'étais dans cette formation de danse, c'est là où j'ai vu, du coup, la mise en pratique de ces éléments de grammaire que j'avais vus dans mon livre, mais qui étaient dits d'une manière beaucoup plus différente, parfois bien mieux, parfois, voilà. Je pense que ce qui m'a comment j'ai appris cette langue, comment j'ai appris le portugais, je pense que c'est aussi dû comment dire, à toutes ces années où j'ai passé à apprendre des langues, l'anglais et le russe et l'arabe. On va dire toute cette manière, toute cette façon de, comment dire, d'écouter et d'entendre, de surtout pas, de pas se bloquer quand il y a un mot que je comprends pas. Mais ça, c'est de l'entraînement aussi, hein. Je dis pas du tout que c'était inné, mais moi, je dirais qu'il y a quelque chose comme ça vraiment qui me fascine, et j'ai l'impression de découvrir des mystères qui se trouvent derrière ces mots que je ne comprends pas. Et du coup, voilà, je suis toujours, le fait d'arriver au Portugal, d'être entourée de mots que je ne connais pas, les 6 premiers mois, pour moi, c'est les mois les plus excitants et les plus stimulants quand on apprend une langue, quand on apprend une nouvelle culture, parce que en tout cas pour moi, je me retrouve avec une ouverture et une absorption. Je veux absorber tous les mots qui me viennent, et en fait, et rien que de regarder, que d'écouter, d'écouter, en fait. Et la méthode Assimil, par exemple, elle marche beaucoup comme ça. Le fait d'écouter des sons, d'habituer son oreille à des sons qui ne sont pas familiers, c'est la première étape, en fait, pour apprendre une langue. Bien avant que d'apprendre la grammaire, bien avant. Et ensuite, en fait, après avoir, OK, être familier avec ces sons devenus connus,
c'est son nouveau devenu connu, eh bien la grammaire, c'est comme si elle faisait beaucoup plus sens. Et tu l'intègres beaucoup plus facilement. Voilà. Est-ce qu'il faut, je dis pas qu'il faut faire 6 ans d'études pour apprendre n'importe quelle langue, pas du tout. Mais sauf que si notre cerveau, il est toujours en train d'apprendre quelque chose, d'écouter ou d'entendre quelque chose de nouveau, je pense que il y aura beaucoup moins de peur. Il y a beaucoup moins de peur à recevoir quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Y a-t-il une langue dans laquelle tu te sens plus à l'aise d'exprimer tes émotions? Je dirais que c'est très difficile dans toutes les langues, en fait. Ok. Ça aide, ça. Exprimer ses émotions. Ouais, je trouve que c'est quelque chose de difficile à faire avec des mots. Bon, comme j'aime beaucoup la danse et que je crois énormément dans l'expression du corps, je dirais que beaucoup peut être transmis et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent être exprimées avec le corps, là où les mots, justement, semblent assez limités. Mais maintenant, je pense aussi à, en fait, un peu le contraire. C'est que le corps aussi ne peut pas tout exprimer. C'est que je pense que l'un ne pourra jamais remplacer l'autre. Le corps ne peut pas remplacer les mots et les mots ne pourront pas non plus remplacer le corps, le mouvement. Et je pense que plus on essaye d'arriver à s'exprimer dans ces 2 champs qui semblent assez différents, mais qui en fait peuvent être très complémentaires, on pourra en fait s'exprimer aussi de plus en plus facilement et surtout exprimer de plus en plus de choses. Donc je réponds pas du tout à la question. Mais je dirais Dans quelle langue est plus simple pour toi de dire je t'aime? En fait, ça dépend à qui je vais dire je t'aime. Ça dépend vraiment de la personne à qui je vais dire je t'aime. Et c'est vrai que chaque langue a un je t'aime très particulier. Alors, on va commencer par le russe. Quand je dis je t'aime, pour moi, le je t'aime en russe, qui est Я тебя люблю, c'est ce que je disais à ma babushka, à ma grand-mère. Babushka, ça veut dire grand-mère. Et je me souviens quand j'étais petite que je disais ça tout le temps. Quand t'es petite, t'as pas ce oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si je dis je t'aime? Non, ça c'est quand t'as 13 ans que ça commence, cette merde. Mais quand t'es petit, enfin moi je me souviens, je disais tout le temps je t'aime à ma babushka, à ma mère. Et donc c'est un je t'aime vraiment très familial. Et donc maintenant j'ai plus l'occasion de le dire aussi souvent. Et ensuite le je t'aime en français, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que même quand je l'ai déjà dit, mais ça me faisait vraiment bizarre. C'est comme si ça m'appartenait pas vraiment. Quand je sens que je comprends ce que ça veut dire ce mot-là, mais ouais, c'est comme s'il y avait une distance. C'est comme s'il y avait une distance. Et c'est là que j'ai l'impression, waouh, que ce mot-là, il représente pas vraiment ce sentiment d'aimer que j'ai envie de dire. Donc en français, il est pas assez puissant pour toi. Oh, il est pas assez représentatif de aimer. Pour moi, ouais, je dirais ça, ouais. Et en portugais? Mmh. Ou en anglais? En portugais, pas encore. En fait, bizarrement, en anglais, je sais que voilà, en anglais, c'est quelque chose qui I love you, ça se dit très facilement, un peu sans beaucoup d'attache, mais moi, je me souviens, ouais, je crois que les relations que j'ai eues et où j'ai parlé anglais, elles ont été beaucoup plus marquantes que les relations que j'ai eues en français. Et ouais, du coup, pour moi, le dire I love you en anglais, ça, il y a une certaine charge émotionnelle qu'il n'y a pas forcément en français. Puis je trouve ça, c'est cool l'anglais. Ouais, j'aimerais. Pour moi, c'est un peu l'inverse. Ok, ouais. En anglais, il n'a pas autant de pouvoir que en français. En français, c'est très fort pour moi de le dire. Et je pense qu'il a ouais, pour moi, le je t'aime en français, il a plus de pouvoir qu'en anglais ou même qu'en espagnol ou en portugais, tu vois. Et aussi, je vais pas dire. Par exemple, en espagnol, je pense c'est très normal de dire
te quiero à tout le monde. Tu dis ça à tes amis, à des gens que tu connais à peine. C'est un truc très... Parce qu'ils sont très ouverts, très à dire tout le temps. Pour moi, en anglais, c'est un peu la même chose. C'est un peu ce truc... ça fait un peu branding, je trouve. I love you. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais par contre, en français, comme je le dis vraiment que à ma sœur ou à mes parents, et même à mes parents, c'est quelque chose qui sort pas naturellement, instinctivement. Genre, c'est pas que je me force, mais on n'a pas cette éducation de vraiment se dire je t'aime. Il y a qu'avec ma sœur où c'est tellement naturel qu'on le dit très fort, mais du coup, ça va être très dur pour moi, je pense, si un jour je suis en relation avec quelqu'un, s'il parle français, de le dire en français, c'est très difficile, ça va prendre du temps, quoi. Alors qu'utiliser une autre langue pour rigoler, pour le dire, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Est-ce que tu penses que la personnalité d'une personne change selon la langue qu'elle parle? Je pense qu'on est différent en fonction de la langue qu'on parle. Oui. Je pense que chaque langue a des spécificités, que chaque langue nous fait sentir un peu différents. En tout cas, si je parle pour moi, je me sens différente. Je me sens différente, je me sens beaucoup plus légère et beaucoup plus easy going en anglais, par exemple. Et l'anglais, par exemple, j'adore parler anglais. C'est vraiment, j'adore. Je trouve que c'est une super belle langue. Maintenant, j'aime de plus en plus parler portugais. J'aime vraiment de plus en plus. Mais je sens aussi, je suis peut-être un peu plus timide en portugais. Parce que je suis encore dans cette phase où je pense que je maîtrise pas encore entièrement la langue. En tout cas, je sens qu'il y a pas autant de fluidité qu'il y a en anglais. En fait, je sais pas si on est si on est schizophrène comme ça à chaque fois qu'on change de langue. Je pense il y a quand même toujours la même essence de la même personne qui reste. Mais c'est mais comment dire, chaque langue a des expressions différentes, a une manière de parler, il y a des intonations différentes. Et le français, par exemple, c'est une langue qui est un peu monotone. C'est une langue qui se termine toujours vers la fin du mot. C'est une langue, voilà, c'est comme ça. Il y a cette intonation qui va toujours vers le bas, qui peut-être rend cette langue un peu plus sérieuse que les autres. Alors que, whereas English is as a language, you can really do whatever you want with it, and you can really jump out of words. You can actually mix words a lot, and you can. You can actually create new words a lot because it is what this language permits. It allows you to do so. And mais alors quand tu parles russe par exemple, alors ouais, c'est marrant. Le russe, j'ai absolument aucune hésitation. Я тоже думаю, что мой голос тоже такой я уже не знаю, уже не знаю, как говорить это. But tu vois, je pense que même l'intonation, la voix est différente un peu dans chaque langue. Et en portugais alors? Então, em português, eu acho que o português é uma língua muito, assim, mais devagar, mais relaxada. Ouais. Mais à chaque fois que tu switches, à chaque fois que tu changes Oui. de langue, est-ce que tu sens ou que tu es une personne différente? Je pense pas que c'est aussi clair. Ou alors il y aurait vraiment un problème. Il faudrait vraiment. Il faudrait aller prendre oui. Ouais, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que c'est plus une sensation. C'est marrant, c'est en plus une sensation que un changement radical de personnalité. Ouais, c'est marrant. En anglais, il y a quelque chose de plus joyeux, il y a quelque chose de... Mais je pense que c'est aussi, tu vois, tous les films qu'on regarde, tous les films, toutes ces séries, il y a beaucoup de... L'humour anglais, par exemple. Bon, en français aussi, il y a plein d'humour. J'adore l'humour français aussi. Mais... ouais,
moi je dirais ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de sensation, que je ressens plus dans chaque langue. Et c'est comme si je pouvais situer dans certaines parties du corps. Ah, je dirais que le russe, c'est au niveau de la poitrine. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la poitrine heu, qui est plus grave, qui est plus fort. Heu, le français, je dirais, c'est plus mental. C'est quelque chose de vraiment, ouais, mental. Je sens, je pense. Mmh. L'anglais, je dirais que c'est le sourire. J'ai l'impression. OK. L'anglais, c'est le sourire et le portugais. Portugais, vraiment, je sais pas encore. Franchement, honnêtement, je sais pas encore. Qu'est-ce que tu trouves le plus enrichissant de parler autant de langues? Le fait de pouvoir, mettre en comparaison tout, en fait. De pouvoir, comparer, de pouvoir, je sais pas, comparer, avoir différentes perspectives. Ça en fait, ça permet vraiment de relativiser sur ce que tu penses être vrai, sur ce que tu penses même être, juste dans un pays ou dans une culture, peut vraiment ne pas l'être, dans une autre. En fait, ça permet d'enrichir sa propre façon d'être. En fait, ouais, d'avoir différentes grilles de lecture, d'avoir, différents concepts qui nous permettent d'avoir des références par rapport à des valeurs, par rapport à des ouais, je pense que les langues, c'est un moyen comme un autre qui nous permet d'apprendre certaines valeurs. Tu vois? Bah, ouais, le fait d'exprimer la gentillesse dans une langue, comment le faire dans une langue, en fait, ça peut aussi nous aider à le faire dans une autre. Hem, ouais, exprimer l'affection, c'est vrai, on parlait du «je t'aime» tout à l'heure, mais je pense, avant même de dire «je t'aime», il y a une manière d'exprimer l'affection qui peut être faite, si tu parles 4 langues et bah, tu as 4 manières d'exprimer l'affection et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y en a encore plein d'autres. Tout à l'heure, tu as dit que tu as aussi appris l'arabe. Mmh. Est-ce que tu as arrêté d'apprendre? T'en es où dans ton apprentissage de l'arabe? Ça a été quoi ton expérience avec cette langue? Malheureusement, oui, je n'apprends plus l'arabe aujourd'hui. Je lis quand même toujours de temps en temps. J'ai gardé tous mes livres d'arabe, j'ai gardé toutes mes leçons. Je m'entraîne à écrire aussi de temps en temps parce que j'aimais beaucoup la calligraphie. C'est quelque chose que je voulais beaucoup faire en fait, c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais apprendre l'arabe. Je voulais faire de la calligraphie et m'entraîner, voilà, m'entraîner à ça. En fait, la raison pour laquelle j'ai appris l'arabe, c'est je me rendais compte à quel point je connaissais pas du tout cette langue et à quel point j'avais peur d'avoir, en fait, j'avais peur d'avoir des préconçus. Des préconçus, ou des idées reçues et en fait, voilà, moi, j'ai vraiment envie de savoir quelle est la quelle est la vérité? Quelle est la vérité dans ce qu'on dit? Quelle est la vérité même quand on nous apprend quelque chose? Hem et j'avoue que le prof d'arabe que j'ai eu, le premier prof d'arabe m'a énormément motivée et je trouvais que c'était quelqu'un de fascinant et qui avait énormément de charisme et voilà, quelqu'un qui était passionné par la langue. Et donc je dirais que, en fait, tous ces profs-là qui m'ont donné envie d'apprendre des choses que jamais j'aurais pensé avoir envie d'apprendre, ce sont ces profs-là qui sont juste passionnés par ce qu'ils font et pour moi, en fait, pour moi, ça me suffit, pour me donner envie d'apprendre et heu et au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté du mystère. Il y a quelque chose de ouais, de mystérieux dans cette langue, dans la sonorité, la musicalité et je crois que j'avais envie de me prouver à moi-même: «OK, je peux encore, hem, dire de nouveaux sons, découvrir, apprendre de nouveaux sons» et j'ai appris que ah oui, ça je me souviens, c'est ce que notre prof d'arabe nous a dit ça, que par exemple, les Russes et les Allemands ce sont les 2, enfin d'après son expérience,
ce sont les élèves qui ont le plus facilement réussi à prononcer l'arabe, par rapport aux langues, européennes, aux langues, OK. latines. Et tu veux continuer du coup l'arabe ou non? J'aimerais, oui, mais je vais pas mentir que je sais je vois pas comment ce serait possible. En ce moment, ouais, c'est ça, c'est j'ai en fait, j'ai tellement envie d'apprendre tellement de choses que les choix se font pour moi, en fait. Et ça, j'ai plus trop envie aussi, tu vois? J'ai aussi envie maintenant beaucoup plus de choisir ce que j'ai envie d'apprendre, plutôt que de me lancer dans tout et en fait de me retrouver dépassée par tout jusqu'à ce que je sois obligée de faire des choix et me dire: «Ah non, mais ça je peux plus». Bon, mais je crois toujours que c'est qu'il est jamais, il est jamais trop tard pour revenir à ce qu'on a commencé d'apprendre et ouais, je suis, optimiste et je me dis que peut-être quand j'aurai 80 ans et ben je reprendrai mes cours d'arabe. Quelle prochaine langue tu voudrais apprendre? Le sanskrit, c'est une langue, voilà, bon, morte. Je pense qu'elle est parlée par quelques bouddhistes encore, mais une fois de plus, moi, c'est le mystère qui m'intéresse. Mais c'est alors est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le sanskrit? Ouais, c'est l'ancêtre des langues, indiennes, du hindi, en fait, mais qui remonte à bien waouh, très, 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 très longtemps. C'est un peu comme, l'équivalent du latin en Europe. Donc c'est une langue, ouais, voilà, c'est la langue des manuscrits, c'est la langue, des Védas, de ces livres, hindous religieux, enfin ces livres sur l'hindouisme et donc voilà, c'est une langue qui a été écrite principalement pour transmettre, la spiritualité, pour transmettre, tous ces concepts mystiques. Et Mais pourquoi du coup? OK, parce que le sanskrit, c'est juste que d'après ce que j'ai pu voir jusque-là, ce que j'ai pu voir sur la langue, c'est qu'ils arrivent à mettre, ils ont des mots qui transmettent une telle idée et qui aujourd'hui n'existe pas. Mmh. Mais l'idée, elle existe toujours. Le concept, il existe toujours. Mais c'est une langue justement qui est tellement nourrie de mysticisme et qui est d'une telle richesse spirituelle que bah oui, ça c'est beaucoup de mots ne sont plus utilisés. Mais en fait, ce que je pense, en fait, c'est que des langues comme ça, comme le latin aussi et le sanskrit, ça pour moi, ce sont des langues qui détiennent une certaine, vérité et à laquelle j'ai envie d'avoir accès. Merci Christine. Mais de rien, merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou est-ce qu'on est bon? Pour tous ceux qui apprennent la langue française. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'aimerais vous dire, surtout, ne vous découragez pas, qu'une fois qu'on pense avoir appris une langue, une fois qu'on pense connaître une langue, il y a tellement plus ensuite à découvrir. Ouais, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez surtout pas peur de faire des erreurs. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui peut-être, voilà, se moquent de vous parce que vous faites des erreurs. Parce que en fait, vous pourrez juste que grandir et en apprendre, davantage et il faut faire des erreurs pour apprendre, c'est, indispensable.